La cité d'Athènes au 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ fait partie d'un ensemble plus vaste. Le monde grec constitué pour l'essentiel d'autres cités, comme Sparte ou Thèbes, mais aussi de royaumes comme la Macédoine, d'où viendra plus tard Philippe II et Alexandre le Grand, son fils, et il est bordé par un puissant voisin, l'Empire perse, qui le menace régulièrement. La petite taille des cités, que vous repérez par l'échelle, leur rivalité entre Athènes et Sparte, entre Athènes et Thèbes, mais aussi les guerres contre l'Empire perse, vous explique pourquoi dans la légende on repère des alliances, alliances assez vastes, pour s'assurer de victoire. Vous pouvez repérer les guerres médiques dans la chronologie, ce sont les guerres contre les Perses qui voient la victoire de l'alliance des Grecs, et puis la guerre du Péloponnèse un peu plus tard, une guerre entre cités grecques qui voit Sparte l'emporter sur Athènes. Donc du coup, vu la victoire de Sparte, on peut se demander pourquoi on étudie Athènes, mais non pas Sparte ou Thèbes. Alors, la chronologie que vous avez ici vous donne une première réponse. À Athènes, la démocratie l'emporte pendant les siècles que nous étudions, donc 5e siècle, les années 400, 4e siècle, les années 300. Cette démocratie, vous voyez qu'elle n'apparaît pas tout de suite. Il y a déjà des réformes sous Solon, avec la réforme la plus importante, celle qui ouvre notre période, est celle de Clisthène. Sous Solon, il se contente d'inclure les paysans pauvres dans la citoyenneté, mais ils n'ont pas le droit d'être magistrats, donc ce n'est pas tout à fait une démocratie, mais ça commence à l'être. Clisthène ira plus loin, et c'est là que commence la démocratie. Donc, du coup, on s'aperçoit qu'on a affaire à une cité où l'intérêt général ne l'emporte pas toujours, puisqu'il faut pacifier les relations entre riches et pauvres et trouver un système pour ça. La deuxième diapositive nous explique encore plus pourquoi on étudie Athènes. D'abord parce que nous avons des documents. Ici, c'est un manuscrit de la Constitution d'Aristote. Ici, c'est sa traduction tardive. Nous avons de quoi étudier le système politique, alors que ce n'est pas vrai ailleurs. Et puis, nous avons des restes que l'on a vus par l'archéologie. Ça, c'est le temple du Parthénon qui est sur l'Acropole. Et ici, ce qui manque, c'est la frise qui a été transférée au British Museum, qui montre la fête des Panathénées que nous étudierons ensemble, qui montre la grandeur d'Athènes, sa richesse, son prestige, et du coup, ce qui a déclenché son intérêt, particulièrement pour les chercheurs du 19e. Du coup, on va bien retenir que Athènes n'est pas toute la Grèce, qu'il y a d'autres choses dans la Grèce antique, qu'il y a des tyrannies, par exemple à Sparte, mais il y a aussi des cités où les femmes sont mieux traitées qu'à Athènes. Donc ce qu'on verra à Athènes, c'est un exemple, mais ce n'est pas forcément symbolique de tout. Alors du coup, ça nous amène à nous demander ce qu'est une cité antique. Donc c'est un petit territoire que vous avez ici, c'est un petit État, regardez l'échelle. Athènes en l'occurrence est un territoire qui est bien placé par rapport à un isthme, une bande de terre entre deux mers, un lieu de passage qui fait vous voyez qu'ils peuvent lutter contre Corinthe qui tient l'isthme, contre Thèbes qui sont les voisins, parce qu'il y a des querelles de territoire. Ce territoire est un territoire qui n'est pas homogène. Il est divisé en plusieurs parties. Par exemple, ne pas confondre la ville d'Athènes qui est là avec la cité d'Athènes qui est l'ensemble du territoire. Il y a d'autres villes comme celle de Marathon, Marathon qui a essayé de s'allier avec des petites villes voisines, qui est devenu concurrent d'Athènes, et c'est pour ça aussi que Clisthène fait une réforme, pour qu'il y ait un peu plus de solidarité. Mais il y a aussi ce que vous avez en vert, des campagnes, le littoral, des montagnes avec les mines du Laurion, donc qui sont une ressource non négligeable, et donc ce qui fait que la cité d'Athènes peut comporter des populations qui ont des intérêts divergents. Du coup, Clisthène décide un système pour qu'il y ait plus de solidarité. Alors, ici, vous avez la division du territoire par Clisthène. Il divise en 10 tribus le territoire, et chacune des tribus a un canton, un dème ou une tritie, comme on veut, violette, orange et verte. Par exemple, la tribu 1 a un bout de la ville d'Athènes, ici de la campagne d'Athènes, et là, du littoral d'Athènes. C'est pareil pour tous, prenons la 9, elle est ici pour la ville, elle est là pour la campagne, et elle est là-haut pour le littoral. Ainsi,
toute la population peut désigner des candidats pour les institutions centrales. C'est dans ce cadre-là des tribus qu'on désigne des candidats pour les institutions centrales. Et ces gens-là vont avoir en tête les intérêts de tout le monde, puisqu'il y aura à la fois des gens qui comprendront les intérêts des paysans, des pêcheurs, des urbains. Et donc, ici, on voit qu'on a imaginé un système politique, et ce système politique est la deuxième façon de caractériser une cité après le territoire. Alors, vous faites une pause pour bien regarder le schéma, et après, on en reprend ensemble l'explication. Alors, si vous avez fait votre pause, donc vous devez avoir repéré deux éléments. D'une part, les citoyens sont présents partout. Donc, ici, ils font partie de l'Ecclésia, ils ne sont pas désignés, ils en font partie de droit, ils y votent des choses, et ici, ils se tirent au sort ou ils s'élisent pour les autres institutions. Donc, c'est le premier élément. Donc, le deuxième élément, c'est qu'il y a trois types de pouvoirs, puis le pouvoir tout court d'ailleurs, qui apparaissent dans plusieurs institutions. Aucune institution n'a tous les pouvoirs. Et l'intérêt, de ceci, c'est que cette espèce de contrôle mutuel des institutions entre elles, qui se partagent des pouvoirs, fait que normalement, il ne devrait pas y avoir d'arbitraire, que les citoyens, du coup, devraient être libres. Comme ils sont présents partout, normalement, par tirage au sort ou par droit, ils sont aussi égaux. Et donc, ce système doit assurer leurs droits, et donc, à terme, leur épanouissement. On retrouve la recherche de l'épanouissement personnel. Donc, on se retrouve dans un système de démocratie directe. Là encore, faites une pause pour lire le texte, pour essayer de comprendre les flèches rouges et les flèches noires. Si vous avez fait votre pause, donc vous devez avoir repéré que les flèches noires sont témoins justement de ce qu'on vient de dire. Le peuple a des droits, qui sont protégés. Les lois écrites assurent ces droits, l'absence d'arbitraire. Un pauvre paysan peut consacrer son attention aux affaires publiques, donc tout le monde peut participer. Au moins en votant, et au moins il a le droit de le faire s'il le souhaite. Bon, par contre, les flèches rouges montrent les problèmes. Donc, en théorie, il n'y a aucun privilège à la fortune, mais Périclès est élu 14 fois stratège parce qu'il est fils d'un stratège, qu'il vient d'une famille riche, qu'il est quasiment prédestiné à ça. Il est quand même plus difficile en fait pour un paysan d'être désigné du coup, et d'autre part, quand les citoyens prennent des décisions, en fait c'est en fonction de propositions de citoyens, d'examens par tout le monde et de gens qui défendent les lois, et résultat, quelqu'un qui défend bien les lois peut retourner l'Assemblée par ses capacités oratoires, et en fait on peut manipuler. Ça s'appelle la démagogie, ça veut dire à un public ce qu'il veut entendre, même si on sait que ça n'est pas vrai et que ce n'est pas possible. Et c'est un des gros problèmes d'Athènes, de voir que les citoyens ont ce pouvoir qu'on peut en fait détourner à des fins propres, par des gens prestigieux qui arrivent à les impressionner. Donc le bilan de tout ça, c'est qu'en fait la démocratie a des défauts d'une part, et d'autre part, si Périclès a été élu 14 fois et qu'on lui a confié finalement le pouvoir, ça veut dire qu'on estime qu'il atteint ce qu'il y a ici, c'est-à-dire la République. La République, c'est un gouvernement pour le peuple, pour le bien commun, pour l'intérêt général. Et c'est ça qui est important. Plus que la démocratie qui n'est qu'un moyen finalement. Le moyen de contrôler des pouvoirs qui pourraient être confisqués, mais l'objectif, c'est bien le bien commun. Et donc il y a une différence, c'est toujours un problème actuel. Qui définit ce qui est bien? On délègue le pouvoir à des représentants. Est-ce qu'ils font bien? Qui peut le juger? Voilà. Donc c'est pour ça que Athènes nous fait réfléchir là-dessus. Alors, ça nous amène à cette particularité qu'est le tirage au sort pour être désigné au tribunal ou au conseil. Qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce qui est le plus démocratique? Tirage au sort ou élection? En fait, il y a du bien dans les deux et du mauvais dans les deux. Le tirage au sort fait que tout le monde a ses chances, alors qu'en démocratie, ce sont les plus prestigieux qui ont leurs chances. Mais le tirage au sort, le peuple ne choisit pas, donc il est privé d'un pouvoir, et l'élection, elle, fait que le peuple peut choisir. Donc chaque procédé a ses avantages et ses inconvénients. Et donc l'élection pour les stratèges, c'est parce que en fait, c'est un poste qui demande beaucoup de compétences, et donc là, on veut vraiment pouvoir choisir. Pour le reste, tirage au sort, de toute façon, les gens restent un an. Donc si jamais c'est pas bon, et puis il y en a d'autres, ils sont 500, donc on peut éventuellement se dire que si on a tiré au sort, entre guillemets, un abruti, ça n'aura pas énormément de conséquences et pendant longtemps.
Il nous reste un dernier élément pour caractériser la cité. Qui sont les citoyens? Et c'est une des différences avec nous. Les citoyens sont... La définition de ce qu'est un citoyen l'emporte avant de savoir quel système on va lui fournir. Nous, on essaye de voir quel système on fournit à tout le monde. En Grèce antique, on essaye d'abord de voir qui mérite de bénéficier d'un système. Donc c'est un petit peu différent. Alors d'abord, on voit qu'il y a 10% des gens qui sont citoyens. Ce sont les Athéniens de plus de 18 ans, hein, les autres étant exclus plus ou moins. Alors, comment dire, le fait que les enfants ne soient pas citoyens n'est pas forcément un problème, puisque c'est encore la même chose actuellement, il faut voter à partir de 18 ans. Hein. Par contre, les femmes sont exclues largement de la vie publique, totalement de la vie politique, même si dans les faits, une femme pauvre va travailler et sortir de la maison, contrairement au modèle de la femme qui serait dans le gynécée, pièce qui lui est réservée. Et puis les femmes sur le marché donnent leur avis au foyer, et finalement elles ont un poids dans l'opinion publique, hein, plus que la loi et les règles laissent penser. Les esclaves n'ont aucun droit, ils ne sont en théorie pas maltraités, quelqu'un qui maltraite un esclave n'est pas bien vu. Hein. Ils peuvent être affranchis aussi, hein, si son maître le décide. Un esclave peut être riche si son maître lui confie des responsabilités et l'argent qui va avec. Hein. Vous voyez qu'ils sont nombreux, ils peuvent éventuellement être armés, mais on n'y recourt qu'en cas vraiment de détresse, parce qu'on a peur d'une révolte. Les métèques sont des étrangers, ce n'est pas un terme insultant à l'époque. Hein. Donc, ils vivent à Athènes, mais ils viennent d'autres cités. Ils ont un statut particulier, hein, que vous pourrez voir dans le livre. Ils payent des impôts, et donc ils sont parfois mal vus, parce qu'ils profiteraient du système, et en fait, on s'aperçoit qu'ils payent plus d'impôts que les autres, et en plus, ils apportent beaucoup d'affaires. En fait, rien n'a changé hein, sous le soleil. Le regard sur les étrangers est toujours aussi ambivalent et c'est, comment dire, 2500 500 ans avant ou 600 ans après. Alors, la dernière chose, c'est que du coup, comme c'est important de savoir qui est citoyen, comme c'est vraiment important, eh bien, on contrôle la citoyenneté. Refaites une pause pour lire les textes. Alors, celui du haut montre comment on contrôle l'entrée dans la citoyenneté d'un enfant. Donc c'est régi par la loi, c'est contrôlé par les citoyens. C'est encore dans le DEM, là, à l'intérieur des tribus. Il faut faire son service militaire après ses 18 ans, et à 20 ans, on est vraiment citoyen. Le texte du bas, c'est pour montrer qu'un métèque peut devenir citoyen s'il a fait vraiment un truc extraordinaire et qu'on lui accorde un ancienneté, mais il faut que 6000 Athéniens soient d'accord, ce qui veut dire que ça arrive extrêmement rarement. Et donc, en clair, Athènes est accueillant pour les étrangers pour qu'ils apportent de l'argent, de l'activité, de la force. Par contre, pas trop pour la citoyenneté, parce que du coup, ils auraient des droits et ça coûterait cher à la cité. Donc c'est un peu égoïste, et du coup, c'est aussi pour ça que c'est pas forcément un modèle Athènes. Quant aux esclaves, on l'a dit, ils peuvent éventuellement être affranchis. On a toujours très peur de libérer trop les esclaves ou de leur donner des armes, de peur qu'il y ait des révoltes contre les citoyens. Voilà, dans une autre vidéo, on verra la vie civique, la participation, le théâtre, les fêtes et la place de chacun, des riches et des pauvres, des droits et des devoirs du coup.